Bien, bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de notre 2e saison des online meet-up de DevApps. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va avoir deux parties. Une première partie assez rapide sur la partie actualité. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose, donc c'est pour ça qu'on ira assez vite. Et ensuite, il y a Yon qui va nous parler d'IoT. Un sujet qu'on avait un petit peu abordé dans les podcasts de DevApps, notamment avec Christophe Maneux. Mais je pense que Yon travaille beaucoup plus dessus et sait beaucoup plus de choses. Donc, il pourra nous présenter ça un petit peu plus en détail. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Donc, concernant la partie actualité, au niveau des annonces, première chose, l'annonce capitale qui a eu lieu cette semaine, c'est bien sûr la sortie des iPhone 12. Oh. Ils ont quoi? Rajouté une carte 5G, c'est ça? Non, ils ont changé le prix et puis changé une coque, c'est tout. Ah oui, c'est ça. Bon, Ils ont mis la couleur. On va arrêter les trolls là-dessus. Non, mais qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Rien, non, j'ai trouvé qu'ils ont fait des efforts au niveau des prix quand même. Hein. Ils ont l'iPhone mini là, qui est beaucoup moins cher, qui est à moitié prix par rapport, je crois, à l'iPhone 12 Pro Max, là, qui lui est à presque 1600, je crois. Ah je vais en acheter un alors. Ouais, l'iPhone mini, du coup, j'ai rien suivi, il est repassé à 800 € alors, si c'est la moitié. 800 ou 600, je sais plus. Je te vois que j'ai vu ça vraiment en diagonale. Parce que je peux pas jouer à Fortnite dessus, donc ça m'intéresse pas trop. Surtout sur un mini, à mon avis, il va plus rester grand-chose d'écran. Ouais. Donc parmi les nouveautés un petit peu plus sérieuses, on a la release candidate 2 de .NET 5 qui est parue depuis hier et qui est enfin go live. Donc on pourra l'utiliser en production maintenant, ce sera supporté par Microsoft. Donc plus qu'un petit mois à attendre avant la version définitive. Donc là c'est vraiment des ajustements, des bugs de dernière minute qui auraient été détectés. Donc première chose, donc c'est ce go live, et on a enfin le support de ClickOnce qui a été rajouté. Et donc vous pouvez maintenant utiliser ClickOnce pour déployer vos applications au sein c'est surtout au niveau des intranets, je pense que c'est intéressant. Ça évite d'avoir des programmes d'installation un petit peu compliqués. Là, on a tout qui est supporté par ClickOnce. Je fais une parenthèse là-dessus, si ça intéresse des gens qui veulent se remettre ou qui ont des applications en ClickOnce, parce que j'ai dû faire ça la semaine passée, il y a un composant dans Azure DevOps pour faire un déploiement, générer le package ClickOnce de manière automatique. Donc c'est pas Microsoft qui l'a développé, mais c'est une autre personne, mais donc sachez que ça existe. Donc on peut intégrer ClickOnce dans Azure DevOps, et ça c'est cool. Oui, mais maintenant avec .NET 5 RC2, tu as les command line qui sont compatibles en CI/CD. Ah ouais. Parce qu'il y en avait déjà avant, mais c'était vachement compliqué. Non, là, j'ai pas testé encore parce que j'ai pas encore installé .NET 5, mais là c'est compatible avec MS-Build et c'est également compatible avec Mage. Ouais, c'est ça. C'était l'outil qu'on utilisait également avant pour le faire, mais qui était effectivement très compliqué. Donc, il y a plusieurs solutions, du coup, c'est cool. Ouais, voilà. Et puis, on a donc .NET 5 RC2. On a également ASP.NET Core qui a été mis à jour, ainsi que Entity Framework Core. Bon, ça, je laisse tomber pour Entity Framework. Concernant ASP.NET Core, on a des améliorations qui ont été faites, notamment pour Blazor, au niveau du debugging. Alors, je ne sais pas si Christophe, tu as pu tester la dernière version déjà ou... Christophe est parti. Donc, on a des améliorations au niveau debugging avec Blazor. On a également des améliorations au niveau de l'isolation des CSS
Donc, qui maintenant, avant, c'était, si vous voulez, tous les CSS étaient regroupés en un seul fichier CSS au moment de la compilation. Maintenant, il y a un regroupement qui se fait par projet. Donc, qui permet d'isoler plus facilement les différents CSS. Et enfin, il y a des améliorations au niveau des outils qui permettent d'analyser si votre code est compatible côté browser. C'est-à-dire que si vous avez un code qui est prévu en Blazor WebAssembly côté client, bah, il détectera les codes qui ne sont pas compatibles côté client. Par exemple, l'exemple qu'il donnait, c'est si vous faites un console.writeline, bah, comme ce n'est pas supporté par le browser, il vous indiquera, il vous mettra un message d'alerte. Donc voilà. Voilà concernant les nouveautés de .NET 5 qu'on attendra, qui est toujours prévu pour le mois de novembre. Dans la catégorie mauvaise nouvelle, on a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Mozilla qui va virer un quart de son personnel, c'est-à-dire 250 personnes. Ils en avaient déjà viré 70 au mois de janvier. Et donc là, ils continuent à supprimer des postes. L'avenir notamment de Firefox ou de MDN, bien qu'ils disent qu'il n'y aura aucun problème, qu'ils continuent à le supporter, ça s'annonce plutôt mal, quoi. Ouais. Bah, tu le disais la dernière fois, c'est Edge en termes de part de marché sur les navigateurs qui passait Edge devant, Chromium qui est passé devant. Ouais. Donc, ouais. C'est bien pour l'un et forcément c'est moins bien peut-être pour l'autre. Ouais. Ouais. Surtout qu'on va se retrouver avec un seul type de navigateur, un seul moteur de rendu maintenant. Ouais. C'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de mieux. Bon, si, il y a toujours Safari. Oui. Et Opera. Et Opera. Dans iPhone 12. Pro Max. Dans la catégorie des mises à jour, petite publicité pour Ndepend qui passe en version 2020.2, donc avec le support de .NET 5 et le support de Blazor. Côté Visual Studio, on a eu la version 16.7.6 qui est apparue. Je ne sais pas si vous l'avez installé. C'est uniquement des petites corrections de bugs. Il n'y a rien de bien fondamental qui ont été développés. Ce qu'il y a de drôle, c'est que il n'y a pas grand chose, mais ça fait quand même 800 mégas pour mettre à jour le bousin, quoi. Ouais. Et il y a la version 16.8 qui est en Preview 4. Qui est dispo depuis hier. Et je crois que par contre, il y a pas mal de changements notamment avec le debugging de Blazor. Toujours dans la catégorie des mises à jour, Visual Studio qui passe en version 1.5. Donc même si c'est un numéro entier c'est un numéro complet, quoi, 1.5. Il n'y a pas grand-chose qui ont été mis à jour. Il y a une meilleure gestion des onglets épinglés. Et puis une amélioration du débogage. Bon, enfin, il n'y a pas grand-chose. Il continue toujours à s'améliorer petit à petit, quoi. Dans la catégorie des events, alors il y a un event qui a lieu la semaine prochaine, du lundi au vendredi, qui s'appelle DevReach, qui est un event qui est fait par Progress, enfin Telerik, avec un certain nombre de conférences qui sont intéressantes. Il y a notamment lundi, il y a des conférences. Le lundi est consacré à Blazor, avec Dan Ross et Jeremy Lackness qui seront présents. Le mardi, c'est consacré à React, donc bon, ça ne nous intéresse pas trop. Le troisième jour, le mercredi, on a Xamarin et MAUI qui seront abordés comme sujet. Le jeudi, on a Angular avec Stephen Fluid, qui est l'évangéliste d'Angular de chez Google, et John Papa de chez Microsoft. Et vendredi, on a un coding party, comme il y avait un petit peu du côté de chez Microsoft au niveau des Tech Days, un peu une conférence un peu déconnante. Je vais vous mettre le lien dans le flux. Hop.
Voilà. Non, il n'a pas voulu. Je sais pas faire un copier-coller, donc c'est bien. Je suis en train de chercher. Demain, il y a un événement aussi. Je ne sais pas s'il est trop tard, à mon avis non, puisque c'est en ligne. Un événement d'Amazon. Donc, plus dédié. Enfin, il y a un track consacré à l'aspect construction des applications. Donc, AWS, Developer Tools notamment, etc. C'est de 10h55, je vois, jusque 13h20. Si jamais il y en a qui sont intéressés, je vais mettre le lien aussi dans le chat. Et enfin, dernière petite info là, qui m'intéresse plus particulièrement. Il y a Softfluent qui avec Microsoft organise et Edix qui organise chaque année un challenge .NET, donc le .NET Challenge France 2020. Donc c'est sous forme de questionnaire en ligne. Vous avez je ne sais pas combien de questions et puis un temps imparti pour répondre à ces questions. Et puis je ne sais pas, je crois que c'est les 20 premiers, je crois, ou un truc comme ça, qui sont qualifiés pour la finale qui aura lieu chez Microsoft France. Et là, il y aura donc une compétition pendant 2 heures où ça nous permettra d'avoir les gagnants de ce concours. Donc c'est un concours qui existe, c'est la 3e édition là, c'est assez sympathique. Et bon, vous pouvez essayer d'y aller. Là, je vous ai mis le lien dans le flux de l'émission. Donc voilà, concernant les actualités, je ne sais pas si vous aviez d'autres informations à poster. Non, j'ai trouvé ça assez calme moi, cette semaine. Ouais. Rien. Bien, bah écoutez, on va passer à la deuxième partie. J'avais dit un truc, mais on m'a muté. Vas-y. C'est étonnant quand t'es muté, toi, tiens. Ouais. Ce mois-ci, c'est l'Oktoberfest aussi. Oui, bah vas-y, dis-en plus. Voilà, en fait, DigitalOcean avec GitHub propose pendant un mois d'essayer de pousser à ce que les développeurs fassent de l'open source. Et donc, tous les repositories qui ont un tag Oktoberfest sont enclins à permettre à la communauté de venir faire des pull requests pour apporter des améliorations par rapport à leurs produits en suivant les consignes et les guidelines qui sont posées au niveau soit des issues, soit des demandes en général, ou alors simplement aller dans un pull request, simplement d'aller dans un projet et d'apporter une amélioration visible. Ils demandent que ce ne soit pas un truc trivial en disant je vais changer un espace ou retirer un espace parce qu'il y en a un de trop, mais plutôt d'apporter quelque chose d'intéressant pour le produit. Et grâce à ça, si on en fait 4 et qu'elles sont toutes les 4 acceptées et que le maintainer du projet ajoute Oktoberfest accepted, à ce moment-là, la personne qui a fait ça reçoit un beau t-shirt gratuitement ou peut planter un arbre à son choix. On se demande ce que tu vas choisir, tiens. Oui. J'ai déjà mon t-shirt qui va arriver. Le spécialiste des goodies. Et donc, pour y participer, on fait comment? Il faut aller sur GitHub? Sur DigitalOcean, je vais mettre le lien. C'est oktoberfest.digitalocean.com et je le mets dans le lien du chat. D'accord. Ok, merci. Écoutez, c'est tout pour les actualités pour aujourd'hui. Je vais passer maintenant la parole à Yon, qui est pas très loin de chez moi d'ailleurs. Ouais. T'as 8 tours en fait. À Cambo. Ok, d'accord. Ok. Pas très loin. Ouais, c'est à côté, ouais. Et qui va nous parler d'IoT. C'est ça. Et j'aurais juste besoin de faire un partage. 2 secondes. Vas-y. C'est toi le chef. Hop. En attendant, pour meubler, qui chez vous utilise les onglets sur le côté dans Edge? Les collections? Non, pas les collections. Les onglets. Les onglets, par défaut, ils sont en haut, mais tu peux décider de les mettre sur le côté. Et je trouve ça super pratique. Et tu fais ça comment? Ça, c'est une bonne question. C'est en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Tu as à gauche des onglets, tu as activé les onglets verticaux. J'ai pas ça, moi. Moi non plus.
C'est peut-être dans une version, tu es en version Canary, toi, c'est ça? Non, Ouais. il est sur Safari surtout. Je vais mettre là. Non, moi, j'ai pas encore ça. Le pauvre John, il vient présenter un truc et tu viens de le court-circuiter. Ah non, il était lent, hein, donc. Pas de souci, pas de souci. Ouais, Est-ce je que vous ai vous mis voyez- la capture d'écran là. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Enfin, Oui. Ouais, ça marche. tu peux y aller, John. Ouais, on n'a pas ça, nous, Richard. Vous n'avez pas ça? Bah, Je vais moi, les je suis en, muter, John. je Voilà. suis en version 88. Voilà, je l'ai muté, tu peux y aller, John. Ça marche. Non, mais termine, hein, si tu veux. Allô? Non, il est muté. Il est muté. Ah, non, ok. c'est bon. Il est vraiment muté, ok, d'accord. Ah ouais, du coup, l'idée d'aujourd'hui, c'est de présenter un petit peu l'IoT et de manière générale les approches qu'il y a autour des projets IoT et les technologies qu'il y a derrière, parce que ceux qui travaillent dans l'IoT, on sent qu'il y a quand même pas mal de marketing autour, des messages qui ne sont pas forcément très bien compris et des messages qui sont parfois un peu transformés. Donc voilà, l'idée, c'est de présenter l'univers IoT, qu'est-ce qu'il en est, et d'où ça vient et vers où on va. Il y aura 3 grosses parties dans la présentation. Au début, un peu les notions fondamentales, après les approches qu'on peut avoir dans un projet avec les quelques architectures d'un point de vue macro. Puis on descendra de niveau pour voir quelles sont les solutions techniques et technologiques aujourd'hui. Enfin, je vais parler que des solutions Microsoft, mais il y a d'autres éditeurs qui interviennent là-dessus aussi. En sachant que Microsoft reste quand même leader ou a pris une grosse part de leadership là-dessus. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est T'inquiète pas. en flux tendu. Donc, qu'est-ce que c'est l'IoT? C'est l'acronyme de Internet of Things et qui est en très synthétique. C'est un petit peu l'ensemble de disciplines qui repose sur des objets qui sont capables de tout d'abord mesurer ou récolter un certain type de données, les communiquer, des objets qui permettent d'agir ou interagir avec un système, un back-end d'habitude. Et à côté de ça, une solution qui permet de gérer ces objets-là, interagir avec ces objets et de gérer, exploiter les données sous différentes formes. Donc, que ce soit le stockage, la BI, AI ou l'interaction avec des systèmes tiers. Voilà ce qu'on entend en tant que solution ou projet IoT, au sens global. Donc, derrière ça, il y a souvent entre guillemets, il y a pas mal de clients, même des interlocuteurs internes dans la boîte où je bosse, qui se posent la question, est-ce que c'est un effet de mode, c'est pas un effet de mode? Je vais pas répondre à cette question-là, je vais vous laisser vous répondre vous-même à la fin de la présentation, et si vous y voyez pas clair, vous me direz, on pourra en parler, et puis vous me posez la question explicitement. Pour la plupart des projets IoT, on retrouve quand même des caractéristiques très particulières et communes. Je ne vais pas parler de hardware, ça c'est, pour moi c'est hors scope. Je vais parler que de la partie solution, parce que c'est vraiment 2 parties très scindées dans les projets IoT. À un moment donné, il faut forcément que les 2 parties se communiquent, mais les projets se mènent de manière différente. Du coup, côté solutions, les caractéristiques communes qu'on retrouve le plus souvent, c'est forcément le souci de la sécurité. Ça a été pendant très longtemps un frein. Après, c'est devenu un obstacle. Et maintenant, c'est juste entre guillemets, mais c'est un élément auquel on fait attention, mais il y a beaucoup de solutions on peut faire attention à ça. À côté, c'est souvent des services, de gestion des devices. Quand je dis gestion de device, ça couvre le provisioning. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le provisioning, c'est la notion de créer une identité numérique du device dans le système ou dans la solution IoT qu'on est en train de créer et d'associer cette identité et la config au device lui-même. Donc, je disais, gestion de device avec le provisioning, les updates des firmware, les updates des configs,
l'envoi de commandes au device, la réception de la donnée, validation de la donnée, de l'identité du device, etc. Derrière, on a souvent besoin aussi dans les solutions IoT de beaucoup de réactivité. Ce n'est pas le cas de tous les projets, mais c'est quand même assez récurrent. Par exemple, si on fait un projet domotique et qu'on appuie sur le bouton allumer l'ampoule, on a tous besoin ou envie que l'ampoule s'allume relativement vite. On n'a pas envie d'attendre 2 minutes avant que ça s'allume. Ou pour les systèmes intelligents de détection d'anomalies, par exemple, si on est dans une usine et qu'on détecte une fuite de gaz, on n'a pas envie non plus de couper les vannes 3 minutes après avoir détecté l'anomalie. Donc on a besoin de réactivité dans ces systèmes-là. De disponibilité, forcément, parce que si la solution ne marche pas, c'est pas bon. Vous allez me dire que réactivité et disponibilité, c'est des critères plutôt très communs à toute solution ou toute application, mais je vous assure, c'est encore plus vrai dans l'IoT. Un petit peu comme pour le e-commerce, où ces deux notions-là prennent beaucoup plus d'importance. Et ensuite, un autre point qui sont le traitement des grands volumes de données. Sur l'époque, souvent on parle de dizaines, centaines de devices, mais très vite après les projets, ils s'orientent vers des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de devices qui peuvent avoir des fréquences d'émission de données assez importantes, ce qui derrière génère beaucoup de données, même si chaque message envoyé par chaque objet est relativement petit, c'est quelques kilooctets d'habitude, mais au final le volume il peut être très 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 important et pas que en termes absolus. Il faut pouvoir générer tous ces flux là en parallèle. Donc voilà, c'est une autre caractéristique très particulière de tes projets IoT. Et ensuite, un peu moins technique, mais plus orienté, même s'il y a un aspect technique, mais très orienté business et stratégie DSI, il y a l'intégrabilité. On a de moins en moins de projets qui restent isolés tout seuls dans leur coin. On a besoin de pouvoir les intégrer d'une manière ou d'une autre avec d'autres systèmes de l'entreprise ou des systèmes tiers, ou de monétiser l'information qu'on est en train de récolter. Ça peut passer par des différents mécanismes de storage ou des API, etc. On en parlera un peu plus loin ensuite dans la présentation. Puis dernier point qui est très demandé aussi, surtout dans les approches PaaS, voir la différence un peu plus loin, c'est l'évolutivité. Pourquoi? Parce que les investissements dans ce type de projet sont souvent conséquents et on n'a pas envie de construire une solution qui au bout de X mois ne peut aller nulle part, où les coûts d'évolution seraient énormissimes. Donc voilà, c'est un petit peu la synthèse des caractéristiques communes des plateformes IoT aujourd'hui qui vont commencer peut-être dans vos esprits à marquer un peu la différence avec les projets POC qu'on voit un peu à la va-vite dans les démos. Où réside le potentiel et la valeur de l'IoT? C'est une autre question qui est souvent posée par les gens qui ne connaissent pas bien ce monde-là. Forcément, le premier avantage est direct, je dirais, c'est la récolte de données, en volume, qualité, rapidité. Quand je dis qualité, ça dépend forcément de la qualité du capteur. Si le capteur il est mal paramétré ou il est mauvais, donc forcément il va mesurer de mauvaises données. Mais en supposant que le capteur fonctionne bien, c'est sûr que historiquement, on n'a jamais eu autant de capacité à récolter autant de données aussi vite et aussi bien. Ce qui derrière génère des possibilités énormes, aussi bien fonctionnelles que techniques, que business. On est en train de vivre une vraie transformation digitale, souvent qu'on appelle la révolution silencieuse de l'IoT. Mais il y a beaucoup d'industries qui sont en train de se transformer grâce à l'IoT. Ensuite, il y a un autre élément qui a beaucoup de valeur, qui n'existait pas dans l'IoT au tout départ, mais qui prend de plus en plus d'importance, c'est les communications bidirectionnelles. Vous allez me dire, c'est évident, mais c'est pas aussi évident que ça. Il y a des protocoles et des mécanismes, des architectures qui ne permettent pas d'avoir des solutions où la solution cloud pourrait communiquer avec le device. Il n'y a que le device qui communique avec la solution cloud.
Donc, ce deuxième point-là, il a pris beaucoup d'importance ces dernières années, et il y a de plus en plus de solutions qui lui permettent de manière de moins en moins compliquée. Et derrière, forcément, ça découle un peu de ces deux premiers points. Il y a l'analytique et le décisionnel qui sont de plus en plus riches, rapides et réactifs. Forcément, on a un volume de qualité, volume de données qui sont de qualité et rapidement, avec les services cloud d'analyse qui existent aujourd'hui, on peut extraire de la valeur très rapidement. Enfin, quand je dis rapidement, c'est par rapport au passé. Parfois, il faut des processus qui peuvent être relativement longs, entre guillemets, des secondes ou des minutes ou des dizaines de minutes. Mais par rapport au passé, il n'y a pas photo. On a fait un saut en avant de manière hallucinante. Et surtout, ces possibilités-là sont en train d'être démocratisées et accessibles à tout le monde. Donc voilà, et pour terminer, c'est les scénarios fonctionnels riches et qui peuvent être dotés d'intelligence. C'est ce deuxième point qui prend pas mal d'importance ces 2 dernières années. On a souvent parlé de l'intelligent cloud, donc le cloud ou les solutions cloud centralisées où toute l'intelligence était centralisée là-dedans. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'intelligent edge, où on déporte une partie de l'intelligence vers les devices eux-mêmes, à proximité de là où la prise de mesure se fait, ou là où les actions peuvent se faire. Et par extension, comme il y avait une espèce de fossé, un vide entre les deux, maintenant on a une autre notion qui est apparue où on parle de intelligent fog, qui serait un peu l'hybride entre le device et le cloud. Ça concerne surtout des passerelles intelligentes, ce type de choses. Donc oui, on peut déporter, et on déporte de plus en plus d'intelligence à proximité de la prise de mesure. Parce que ça permet d'incrémenter la réactivité de manière hallucinante. 2, ça consomme moins, parce qu'on ne consomme pas de ressources Azure dans ce cas-là. Après, 3, ça permet des scénarios de fonctionnement en mode offline, qui sont la plupart du temps dégradés par rapport à ce qu'on peut avoir de manière centralisée dans le cloud, mais ça permet de continuer à faire fonctionner les solutions. Le secteur où l'IoT aujourd'hui a vraiment pris, c'est même pas, on parle pas de POC ou ni quoi que ce soit, c'est vraiment l'IoT s'est installé dans des industries dans des secteurs comme l'industrie. L'industrie, c'est un peu particulier, je dirais même pas s'est installé. Ça fait 30 ans que l'IoT existe dans l'industrie, sauf que ça s'appelait autrement, ça s'appelait c'était le M2M, c'était les machines to machine, la communication entre machines directement, ou avec les cartes d'acquisition connectées à des PC sur du Modbus et ce type de choses. Et par évolution aujourd'hui, ce qui a donné un peu naissance à l'IoT industriel, qui s'appelle IIoT, 2IoT, voilà. Ensuite, le retail, on ne conçoit plus du retail efficace, rentable et avec un bon service sans IoT. La santé, c'est de plus en plus, l'IoT est de plus en plus présent, même si là, il y a, l'enjeu sécurité, il est énorme dans la santé. Donc, ça avance petit à petit. Il y a des choses intéressantes qui se mettent en place, mais il y a la sécurité et savoir où vont les données, qu'est-ce qui se passe avec les données, c'est un vrai problème. Il y a même des normes particulières qui sont apparues pour les devices dédiés à la santé et pour les données stockées à la santé. Il y a des normes spécifiques à devoir respecter pour ça. Ensuite, il y a l'agriculture. Moi, ça m'a beaucoup surpris d'apprendre qu'il y avait beaucoup d'IoT dans l'agriculture, mais il y en a vraiment pas mal. Des scénarios type pourraient être comme la gestion et le pilotage de tracteurs sans chauffeur, tout automatisé par du GPS, en optimisant la couverture des champs, la semence, la récolte, en contrôlant la composition chimique des sols, même avec des drones qui survolent le champ,
pour mesurer, enfin pour être sûr qu'il n'y a pas des zones un peu pas bien soignées, pas bien semées, où la récolte ne se développe pas bien, ou trop sèche, etc. Et tout ça, J'ai ouais. entendu dernièrement une interview de notre cher ministre ou secrétaire d'État, je ne sais plus, au numérique, là, Cédric O, où justement il parlait de l'IoT pour l'agriculture et notamment avec l'arrivée de la 5G en disant que la 5G était un des principaux arguments pour justement développer l'IoT au sein de l'agriculture de façon plus simple. Je sais pas, là on touche un vrai... Enfin, on touche vraiment un phénomène entre guillemets de mode qui est la 5G. Techniquement parlant, derrière, je sais pas vraiment ce que ça a apporté concrètement. J'ai lu un peu les specs et tout ça, mais je sais pas. Enfin, c'est vrai que d'un point de vue débit, etc., c'est super intéressant, mais ça demande une densité d'antenne qui est beaucoup plus forte que les technos qui sont utilisés aujourd'hui. Donc, enfin, j'attends de voir ce que ça va donner. Après, c'est vrai, que ce soit 5G ou autre mécanisme de communication, il y a un potentiel hallucinant sur l'agriculture. Enfin, déjà, l'IoT est déjà présent là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais vraiment, puis ensuite, côté énergie, pareil, tout ce qui est gestion de production d'énergie propre, panneaux solaires, les types de consommation, les niveaux de consommation, où est-ce qu'on consomme le plus, le moins, etc. L'IoT est déjà ancré là-dedans. Les transports, n'en parlons pas. La domotique, c'est sûrement ce que vous connaissez le plus, ce qu'on appelle le consumer IoT, parce que c'est là où il y a le plus de marketing. C'est la maison connectée, avec plein de gadgets, les stores connectés, la télé connectée, le frigo connecté, etc. Mais honnêtement, je sais pas, je suis vraiment pas sûr que ce soit là où il y a le plus de projets et le plus de business. C'est ce qui fait le plus de buzz, mais je suis pas sûr que les projets soient là. Les smart buildings, les smart cities et les smart écosystèmes, c'est en train de... les 2-3 dernières années, ça a vraiment explosé, ça a vraiment pris. Là, on sent une espèce de frein, parce qu'il y a quelques expériences qui se sont mal passées dans certaines villes, notamment à Toronto. Les gens ont mal réagi à certaines choses. Mais en Corée, il y a déjà une ville qui est full smart, ce qu'ils appellent full smart. Tout est connecté, tout est analysé, tout est traqué, tous les services sont ultra hyper connectés. Donc, je ne sais pas vers où ça va aller, mais par exemple, si on combine l'énergie et smart building, on peut drastiquement réduire les niveaux de consommation au niveau des bâtiments, optimisation de l'utilisation des ressources, et en même temps faire que les bâtiments soient positifs en production d'énergie, avec des panneaux solaires, etc. Ou même aujourd'hui, on a des vitres qui peuvent faire l'objet, qui peuvent fonctionner en tant que panneaux solaires. Donc on n'est même plus obligé d'avoir des panneaux solaires sur le plafond, ou sur le plafond, sur les toits. Ouais. Mais il y a déjà des projets de vitres ou de tuiles qui peuvent fonctionner en tant que panneaux solaires. Donc voilà. Ensuite, il y a les wearables, tout ce qui est montre connectée, t-shirt connecté, chaussures connectées, lunettes connectées. Mais pareil, là, je pense qu'il y a beaucoup de marketing et un peu moins de vrais projets. Et l'automobile qui est en cours, pour l'instant, ça ne touche qu'au très haut de gamme. Mais les projets qui vont arriver en milieu de gamme, c'est full IoT. Vraiment, pour la maintenance prédictive, des services connectés, des services IA, etc. Tout ça, ça a été analysé par pas mal d'acteurs. Parce que il y a beaucoup d'acteurs qui se posaient beaucoup de questions. Est-ce qu'on est vraiment dans un phénomène de mode? La vague, est-ce que va s'écraser, ou est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose qui s'instaure pour rester? Et Microsoft produit un rapport qui s'appelle IoT Signals. Le premier, il a été produit il y a quelques années, et le deuxième, il a été produit il y a une semaine. Et vous pouvez y retrouver... c'est un rapport qui fait une 50aine de pages où ils analysent en profondeur le marché.
c'est pas une analyse technique, mais c'est une analyse business, tendance et constat du marché, comment l'IoT a pénétré le marché et dans quel secteur. Et là, vous avez une petite capture des marchés où l'IoT est le plus présent. Si vous voulez le rapport, je peux vous fournir le lien. Hein. Ouais. Très bien, on a parlé des belles choses de l'IoT. Il faut aussi parler des risques. Au moment de réaliser un projet IoT, le premier risque qui me vient à l'esprit avec les équipes que je travaille, c'est le bruit. C'est le bruit marketing. Il y a un tel fossé entre ce qu'on voit au niveau des images qui sont perçues et la réalité du projet, qu'aujourd'hui, il faut faire attention, il faut bien communiquer, il faut pas mal assister les décideurs, voire leur présenter à nouveau ce que c'est l'IoT pour qu'ils essaient d'oublier les images qu'ils peuvent en avoir. Ce qui rejoint un peu le deuxième point, c'est le gap entre les POC et les projets réels. Souvent, les POC ou les POV, ils vont super vite avec des solutions de type SaaS ou tout clé en main, des black box. Et après, les projets réels, ça se passe totalement différemment. Et le fossé entre les deux, il est quand même grand. Donc, il faut je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut être conscient de ça. Il faut que les clients comprennent que passer de mode POC à mode projet réel, ça peut avoir un coût. Ça se fait pas. C'est pas le projet POC qui va devenir le projet réel. Sauf cas exceptionnel, je le déconseille. Forcément, ça en découle. Ça rejoint les business models. Si les gens ont mal compris ce que c'est l'IoT ou les projets IoT, comment ça se passe, les business models souvent sont pas adaptés. Et même si nous, en tant que techniciens, entre guillemets, on produit les meilleures solutions au monde, les business models, s'ils les font pas vivre, le projet n'ira pas loin. Donc c'est un peu dommage. Encore une fois, c'est pour insister sur le fait qu'il faut bien communiquer dessus, il faut faire en sorte que les décideurs sachent vers où ils vont. Et côté production, les risques les plus importants, c'est les compétences, parce que, comme vous allez voir dans les slides d'après, les compétences nécessaires sont plutôt très transversales et avec un niveau de profondeur quand même non négligeable. Et ça, c'est pour côté production, dev, architecture, mais sur les équipes globales, en incluant les CP, les PO, les PM, les testeurs, les Scrum Masters, etc. C'est la même. Il faut qu'eux, ils comprennent ce que c'est un projet IoT, quelles sont les fonctionnalités, les niveaux de complexité, comment tester, comment vendre, les coûts, etc. Et ça, aujourd'hui, le constat, c'est que c'est pas bien compris. Donc, on a fait un peu le point global de l'IoT et de l'univers IoT. On va descendre d'un cran et on va passer un petit peu aux approches qui existent aujourd'hui en termes de projets et les architectures. Pour bien choisir l'approche, il est fondamental de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut faire et comprendre les besoins fonctionnels, les objectifs clients, objectifs business et vers où on veut aller. Vous allez me dire, ça c'est vrai pour n'importe quel type de projet. Et c'est vrai, il n'y a pas photo là-dessus. Mais dans l'IoT, comme ce que je disais tout à l'heure pour notre point, dans l'IoT, ce phénomène-là, ou cette notion-là, il est pas mal amplifié. Du coup, en fonction des besoins, des objectifs, de savoir si le client veut un POC, POV, ou un produit final, ou s'il a la capacité de pivoter rapidement d'un POV à un autre, etc. Vous pourrez faire le choix entre différents types de stratégies, ou des approches différentes. Soit l'approche SaaS, où vous allez prendre un produit plus ou moins finalisé, qui peut être totalement générique ou basé sur des verticaux, je sais pas, la santé, l'agriculture ou l'industrie ou le retail. Soit vous orientez vers une approche PaaS où ça va être à vous ou à l'équipe de concevoir de A à Z la solution. Ensuite, il y a
une troisième approche qui est un peu utiliser le pass, mais avec des accélérateurs. Et ça devient de plus en plus commun. Les boîtes qui font de l'IoT commencent à capitaliser là-dessus. Donc, c'est partir sur quelque chose de totalement personnalisable, mais avec des accélérateurs pour réduire les coûts et les time to market et réduire les risques aussi. Dans les solutions SaaS, le marché est important, enfin, pas le marché, plutôt l'offre est importante ou c'est quand même assez limité, on a un nombre d'acteurs est très limité? Non, en termes d'acteurs, il y en a eu beaucoup. Et petit à petit, ces dernières années, ils ont commencé à disparaître. Et on ressent à nouveau qu'il y a une nouvelle offre qui apparaît, mais beaucoup plus mature, une offre verticale. Je parlerai des offres Microsoft un peu plus loin, ou de l'offre Microsoft. Microsoft n'en a qu'une seule. Après, c'est des partenaires qui proposent les verticaux. Mais il y en a, honnêtement, il commence à y avoir des offres très intéressantes d'un point de vue SaaS. On mentionnera les avantages et inconvénients de partir là-dessus. Et pareil pour le pass. Les accélérateurs, c'est quoi du coup comme solution? Accélérateur, ça peut être des scripts ARM, des scripts bash, des solutions encapsulées, l'utilisation de solutions containerisées. Je pense que c'est un peu plus clair quand je vous présenterai les architectures concrètes. Mais c'est en gros tout ce qui peut te faire gagner du temps sur des choses que tu sais déjà faire et que tu capitalises. Par rapport au pass, si vous avez lu un peu autour de l'IoT, vous avez peut-être entendu parler de l'architecture Lambda. Je le mentionne juste parce que c'est très récurrent, mais sans aller trop en détail de l'implémentation des architectures. Mais l'architecture Lambda, elle est née du constat que souvent dans les projets IoT, on avait besoin de deux types d'interactions. Une première interaction ultra rapide, où on a besoin de feedback ultra rapide par rapport aux données mesurées. Et un autre type de feedback ou un autre type de process qui n'avait pas besoin de beaucoup de réactivité, mais qui avait besoin d'enrichir les données, de processer les données, de structurer les données et de bien gérer la façon de les stocker et de les mettre à disposition, et voire de construire des modèles plus intelligents comme le business intelligence ou de l'IA carrément. Et vu qu'il y avait deux pattes, c'est de là qu'est née l'architecture Lambda, à cause des deux pattes du Lambda. On les appelle aussi hot pass ou cold pass. Entre milieu, parfois, le hot est assimilé au warm, et parfois vous pourrez même retrouver les trois, hot, warm et cold. Et de plus en plus, il y a même des déclinaisons. Maintenant, il n'y en a plus que deux. Enfin, il y a plus de deux process. Parfois, il y en a 3, 4, etc. Concrètement, qu'est-ce que ça donne en instance de service Azure, en parlant en concret, puisqu'on est dans un meetup technique, ça donne un peu ça. L'architecture, l'utilisation des services, elle est volontairement simplifiée ici. C'est après, les vrais projets sont un peu plus complexes. Donc, vous avez les devices d'un côté, avec l'IoT Hub qui alimente un Stream Analytics, et lui va diviser les flux vers du blob pour stocker les données en brut, et un autre flux qui va déclencher des actions au niveau des Azure Functions, qui peut être des alertes ou déposer des messages dans des bus d'entreprise ou ce type de choses. Voilà. Bon, maintenant qu'on a vu un peu les approches et les architectures, on va encore descendre d'un cran et on va passer aux solutions techniques. Un petit peu ce que tu disais, Richard, tout à l'heure, quelles sont les solutions techniques en fonction des approches. Côté SaaS, côté Microsoft, il y a IoT Central, qui est un produit qui a beaucoup mûri. Et je crois que Laurent Ellerbach, il avait déjà fait une présentation dans les meetups là-dessus. Et du coup, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais en gros, en très synthétique, c'est comme si c'était un CMS, mais pour de l'IoT.
vous créez une instance d'IoT centrale, vous avez un front, un back. Vous pouvez enregistrer les devices IoT de manière très rapide parce qu'en plus il est compatible IoT Plug and Play. Vous pouvez exporter les données et le coût d'utilisation il est devenu très raisonnable. Au début il était un peu cher, mais là il est très raisonnable. Il gère la haute dispo de manière toute seule, la scalabilité aussi, donc vous n'avez rien à faire là-dessus. Les avantages, voilà, c'est la rapidité de mise en place, ça va ultra vite. Vous n'avez pas besoin d'être un super expert dans l'IoT. Par contre, l'inconvénient, c'est que si à un moment donné, vous avez besoin de faire évoluer votre produit ou de personnaliser quelque chose, vous ne pouvez pas. C'est une boîte fermée. Vous pouvez exporter les données et les traiter après coup, mais ça veut dire que lui, il stocke tout. Il prend tout. Si vous voulez optimiser le modèle de stockage et ne garder que les données qui vous sont vraiment utiles, ou enrichir les données avant de les stocker, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de prendre ce que le produit vous donne et après faire du post-traitement là-dessus. Je dis pas c'est mauvais, je décris juste le produit comme il est. Après, encore une fois, c'est à vous ou à l'équipe de choisir le bon produit pour le bon projet. Et à l'opposé de ça, il y a le PaaS. L'opposé. De l'autre côté, on va dire, c'est une approche peut-être diamétralement opposée, où c'est à vous de choisir les services que vous voulez utiliser. Ça, c'est un exemple d'une solution PaaS qui pourrait être en prod, mais ça reste relativement simple. Vous avez pas mal de services Azure, donc vous êtes obligé de savoir comment les utiliser, les implémenter, les intégrer. C'est un peu comme si vous faisiez un projet de .NET en partant de rien, et à côté, le SaaS, c'était comme si vous utilisiez un CMS de type WordPress. C'est un peu la comparaison ultra simpliste. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez tout personnaliser, mais vraiment tout. Donc vous pouvez optimiser les flux, vous pouvez utiliser des fonctionnalités de l'IoT Hub que en mode SaaS vous ne pouvez pas utiliser. Vous pouvez gérer différentes routes en parallèle. Vous pouvez optimiser le stockage, choisir vos propres types de stockage, ce qui au final se traduit par de l'optimisation de la facture pour le client, etc. Inconvénient, c'est plus long à mettre en place et ça requiert forcément plus de compétences. Ça, c'est un peu la liste des services Azure qui existent aujourd'hui pour monter une plateforme PaaS, enfin PaaS plus autre, hein, parce qu'il y a des services Azure qui sont pas du PaaS. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des services, mais je vais le parcourir rapidement. Azure IoT Hub, c'est le service principal de l'offre IoT. C'est la passerelle qui permet de gérer les devices, leur identité, la sécurité, comment on reçoit les infos, comment on fait les updates des devices, les notifications d'update, etc. Oui. Ah non, c'est moi qui bu un coup. Ah, ça marche. À côté de ça, à côté de l'IoT Hub, vous avez le DPS, c'est le Device Provisioning Service, qui permet de gérer et industrialiser le provisioning de devices. Parce que créer l'identité d'un device à la main, ça va. Pour une dizaine, bon, ça va, mais c'est un peu plus ennuyant. Pour une centaine, vous n'allez pas trop aimer. Pour plusieurs dizaines de milliers de devices, vous allez beaucoup moins aimer si vous devez le faire à la main ou par de l'API ou autre chose. Donc ce type de service permet de faire en sorte que les devices se provisionnent eux-mêmes. Ensuite, il y a l'Event Hub et Stream Analytics qui sont des services orientés data et processing. Azure Function et Service Apps, bon, ça je pense que vous les connaissez tous. Si vous ne connaissez pas, vous me dites, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Je passe un peu vite juste parce que ce n'est pas l'objet du meetup. APIM qui prend de plus en plus de sens parce que aujourd'hui, ne pas APIser, je ne sais pas si le terme existe, je pense qu'il existe même pas, mais construire des API sur une solution, c'est presque obligatoire, du moins dans les plateformes IoT. Du coup, avoir des mécanismes pour exposer et contrôler comment ces API sont exposées et de plus en plus monétisées,
prend beaucoup de sens d'un point de vue business. Et Aptim, c'est le service parfait pour ça. Enfin, c'est l'un des services parfaits pour ça. Il y en a d'autres dans la concurrence, mais chez Microsoft, on a ça. Pivot, c'est pas de l'IoT pur, mais c'est forcément lié au service mentionné précédemment pour sécuriser et stocker les secrets, etc. Application Insight, la même chose. Et après, il y a les différents services de stockage, de persistance de données. On peut avoir du storage, tout court, Cosmos DB pour du NoSQL ou MongoDB ou autre. Du SQL Database ou SQL Server ou, pour du SQL. Time Series, qui est un type de base de données très, très, très adapté à l'IoT parce que ça stocke et ça optimise les données pour les traitements chronologiques. Et l'IoT, c'est souvent ça. Puis voilà. Ensuite, il y a un autre produit, c'est Azure Digital Twins. Celui-là, il permet de construire l'image numérique de device sur le cloud. La première version n'a pas trop pris. La deuxième version a été annoncée je crois que c'était pendant l'Ignite ou en début d'année, je suis plus sûr. Mais j'ai pas trop regardé, donc je peux pas vous dire s'il a plus de sens aujourd'hui qu'elle avait à l'époque. On dirait que c'est en train de prendre beaucoup plus que la première version, donc je pense qu'ils ont pas mal corrigé les défauts de la première. Et ensuite, il y a les autres services qui sont pas forcément en passe. Azure IoT Edge, qui permet de faire du Edge dans le device. Azure Sphere, qui est une solution de sécurité reposant sur 3 branches, on va dire. Du hardware, un OS sécurisé, ultra sécurisé, et un service cloud. Enfin, c'est de la sécurité by design, mais ultra secure. Azure RTOS, c'est un OS real-time pour les MCU. IoT Plug and Play qui cherche à créer le même type d'expérience utilisateur que le Plug and Play qu'on a sur les PC, mais avec des devices. En gros, vous allumez votre device et c'est lui qui va s'auto-provisionner et vous n'aurez pas à le faire par une appli ou autre chose. C'est ce qu'on recherche. Et ça marche plutôt bien. Ensuite, il y a Azure Edge Databox. Je le mentionne parce que ça peut surprendre. On a des rack serveurs compatibles Edge. Vous allez me dire, mais c'est pas des devices Edge en tant que tel, enfin entre guillemets. On utilise beaucoup ça pour construire des scénarios offline ou des scénarios où on a besoin de beaucoup de données à proximité de la prise de mesure et construire les modèles IA directement là où on fait la prise de mesure, sans attendre que ça parte sur le cloud et que ça revienne. Donc on peut vraiment enrichir les modèles offline et créer beaucoup d'intelligence à proximité de la prise de mesure. Azure Maps, c'est ces machines-là qu'ils ont annoncé, les nouvelles machines à Ignite, je crois. C'est ça. Enfin, il y a de nouveaux modèles. Et, il y en a même certains que tu peux embarquer dans un sac à dos. C'est c'est pas donné après. mais, un beau sac à dos. Ouais, ils ont illustré quelques cas assez sympas avec les militaires qui se baladaient avec leur machine Edge sur le dos et pour construire de l'IA sur le terrain. Voilà. Ensuite, il y a Azure Maps, qui est très lié forcément à la géoloc, mais il y a des notions intéressantes que moi je ne connaissais pas jusqu'à il y a très peu. Et des avantages d'Azure Maps, c'est que tout devient privé dans une instance Maps. Donc tout ce qui est géoloc, données, etc., c'est pas accessible ni public comme sur d'autres services de cartographie concurrents de Maps. Les VNet qui prennent de plus en plus de sens pour sécuriser les back-ends. Et ensuite, un dernier service, Azure Defender for IoT, qui permet de monitorer, tracer et identifier des anomalies de sécurité dans les solutions IoT. Voilà pour le catalogue. Et très rapidement, sur les outils de dev, si vous restez sur la stack .NET, il n'y a que .NET Core qui fonctionne. .NET Framework, ça ne marche pas du tout. Il n'y a rien en .NET Framework pour l'IoT.
Il y a d'autres langages hein, en plus et d'autres technos en plus de .NET, mais si on parle que de .NET, il y a .NET Core 3.1, enfin, le 2 marche aussi, mais il y a beaucoup moins de choses. Dans le 3.1, c'est plus intéressant, et bientôt le 5. Les outils de dev, c'est Visual Studio 2019, plus un certain nombre d'extensions. Pareil pour Visual Code. Et après, je dirais les outils de dev classiques pour Azure ou pour les API. Pour les tests, je conseille fortement d'avoir des simulateurs. Donc, soit fait custom, soit ceux qui existent sur GitHub ou dans le marché. Et après, forcément, on est à avoir des objets réels. Parce que le simulateur, il tourne quand même avec notre PC et pas avec les capacités de l'objet réel. Voilà. Si vous faites du Edge, il vaut mieux avoir quelques compétences en Docker et avoir de toute façon, vous aurez l'obligation d'avoir l'outillage Docker parce que Edge repose sur la containerisation. Et après, je mentionne Azure DevOps et GitHub parce que aujourd'hui, c'est indispensable. Et parfois, j'ai l'impression que parce qu'on ne le mentionne pas, les gens ils tiltent pas à ça, mais c'est vraiment important, surtout pour la partie pipeline, industrialisation et delivery. Ça prend du vrai sens dans l'IoT. Puis pour terminer, en synthèse, l'IoT, c'est un univers ultra vaste, très 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 vaste, plein de valeurs, plein de potentiel. Les solutions IoT aujourd'hui ont atteint un niveau de maturité qui commence à être intéressant et où l'abstraction des complexités qui existaient dans le passé est plutôt poussée. Donc, la vie est un peu plus facile pour les développeurs. Je dis un peu plus facile, je dis pas facile. Hein. La nuance est importante. On peut dire aujourd'hui à l'IoT, c'est une combinaison entre data, interaction, IA, device. J'aurais dû rajouter device, mais device forcément. Et surtout création de valeur. Aujourd'hui, ce qu'on recherche et on attend de l'IoT, c'est la création de valeur. Si vous êtes dans un projet qui n'apporte rien en termes de création de valeur, le projet, il n'ira pas loin. Et après, pour faire le choix de la bonne stratégie et la bonne approche, il faut faire attention aux besoins et aux objectifs. C'est vraiment plus important que jamais. Voilà, c'était tout. Je sais, je peux peut-être aller vite et pour voir plein de choses, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Non, mais écoute, c'était super intéressant. J'ai appris plein de trucs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions justement par rapport à tout ça. Au niveau j'allais dire, quand tu travailles sur un projet comme ça, comment ça se passe pour l'analyse de la montée en charge? Ça c'est une très bonne question. Déjà, les services que j'ai mentionnés, eux, ils garantissent... c'est des services qui sont faits pour avoir beaucoup de scalabilité, aussi bien un scaling et un scale-out. Après, pour analyser et simuler les montées en charge, il faut forcément se projeter sur le nombre de messages qui sont envoyés par chaque device et la taille des messages. Et en fonction de ça, tu fais une extrapolation et tu as des grilles de chez MS pour te dire quel type de SKU il te faut pour l'IoT Hub pour que ça tienne cette charge-là. Et derrière, tu vas voir à la sortie de l'IoT Hub la volumétrie que ça a généré. Et en fonction de ça, tu vas adapter le sizing de ton Event Hub, Stream Analytics, etc. Ouais, donc il y a une phase d'analyse qui est un peu complexe quand même. Ouais, il faut. Et ça, OK, Azure apporte plein de choses et plein de possibilités, mais cette analyse, elle est nécessaire pour deux choses. Un, pour faire le bon choix d'architecture. Deux, pour estimer les coûts. Parce que si on n'estime pas les coûts, je peux vous assurer que sur de l'IoT, avec la volumétrie qu'on peut atteindre, les coûts ils peuvent exploser. Ouais. Et avoir une mauvaise surprise au moment de la montée en production. Ouais, c'est. Et vous pouvez avoir la meilleure solution au monde, mais qui explose le business model du client. Donc c'est là où il faut faire gaffe. Ouais. Il faut pas avoir peur. Hein. Il faut juste avoir un peu de respect et ne pas sauter d'étape et bien le faire. C'est juste ça. Et après, il y a tout un aspect là, que tu n'as pas abordé, qui est justement, tu le disais dès le début, qui est la partie device, qui est la partie conception des devices, parce que j'imagine quand on fait justement l'époque où
On part sur des devices qui sont manufacturés, qui existants, etc. Et puis après, il y a la partie conception véritablement du device pour ton projet, quoi. C'est ça. Enfin, aujourd'hui, pour être honnête, la plupart des projets dans lesquels je travaillais, ils partent quand même sur des plaques ou des composants qui existent déjà dans le marché. J'ai pas vu un seul projet où ils se disent, allez, on va tout construire de A à Z. Ils ont déjà identifié, quand nous on arrive dans le projet, eux, ils ont déjà identifié le type de composants qu'ils vont utiliser, les cartes, les microcontrôleurs, enfin tout ça c'est déjà bien mûri. D'accord. Après nous, le seul truc qui nous connecte à la partie device, c'est le firmware. Et c'est là où il est important d'avoir un dialogue clair et transparent pour dire quel est le type de message que le device va envoyer, avec la fréquence, quelles sont les possibilités que permet le device, le type de connexion. On n'a pas trop parlé des protocoles, mais quels sont les protocoles possibles pour le device. Voilà, c'est là où il faut avoir un discours clair avec l'équipe qui réalise le hardware. Oui, et puis après, il y a effectivement toute la partie communication entre le device et puis le cloud. Ouais. On pourra en parler pendant des heures. Là. Enfin, j'imagine, là, il y a la solution, là, les Toulousains, là, je ne sais plus comment ils s'appellent, là, ceux qui ont... Sigfox. Oui, voilà. Qui ont une solution. Je ne sais pas où ils en sont. Il y a un temps, on en parlait énormément, qu'ils étaient en pleine bourre. Et là, maintenant, je ne sais pas ce que ça donne. C'est une solution ultra optimisée pour les très petits devices. Ça marche super bien. Après, ils ont été un peu pris par le marché parce que ils sont ultra optimisés pour le device to cloud, mais très très limités pour le cloud to device. Et vu qu'il y a de plus en plus de scénarios qui demandent le cloud to device, ça pose un problème. D'accord. Ok, bah écoute, on va peut-être s'arrêter là parce qu'il est déjà 18h08. Désolé. On pourra en parler encore pendant des heures. Ouais. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette introduction. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Concernant nos prochains meet-up, là, on a les vacances qui arrivent, donc on ne va pas avoir de meet-up la semaine prochaine. Peut-être dans 15 jours ou alors dans 3 semaines. On va voir si... si vous avez des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis preneur. Et sur ce, je vous dis bonne semaine et à la prochaine fois. Ciao tout le monde. Salut. Bonne soirée. Merci Yoann. C'est vrai, c'était vraiment très intéressant. Merci, avec plaisir. À bientôt Laurent. Arrêtez l'enregistrement.